Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui, avant que se débute cette entrevue. Prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour tout le monde, Serge Beauchemin ici, Alias Entrepreneur. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une autre grande discussion avec Entrepreneur. Aujourd'hui, c'est particulier. Ma chérie n'est pas à la maison, alors les chiens, puisque j'en ai trois, on a trois petits chiens à la maison, sont tout seuls en haut. Alors quand ils entendent des bruits, des sons, maintenant qu'ils sont seuls sur l'étage, ils pensent qu'ils doivent protéger la maison. Alors ça se pourrait que vous les entendiez aboyer. Alors veuillez m'en excuser, rien que je puisse faire pour les faire taire, sinon que de crier, ce qui serait vraiment pas confortable pour vos oreilles. Ce matin, j'ai un invité que j'aime beaucoup, un invité que j'ai découvert dans les dernières années, dans les 2 dernières années, un peu au hasard. Il m'a écrit sur LinkedIn pour me dire « Hey, je vais être voisin avec toi. » Puis je dis « Ah ouais? » Puis là, j'ai appris qu'il avait acheté la maison à côté de chez nous, déménagé d'ailleurs cet été. Alors, on s'est croisés sur les quais, on a jasé ensemble et j'ai appris à découvrir qu'il y avait toute une business. Attendez ça, vous allez voir, complètement capoté. Tout un entrepreneur, une belle histoire à succès et j'aimerais ça la découvrir avec vous ce matin, donc connaître son background, connaître par où il est passé. Bref, je vous invite à faire connaissance avec moi, avec M. Martin Ball. Martin. Bonjour. Salut Serge. Salut, comment tu vas, voisin? Ah, ça va super bien. Content de te rencontrer ce matin dans un autre contexte. Ah oui, effectivement, hein, on n'est pas en maillot sur le quai, on est derrière nos caméras. Puis d'ailleurs, je remarque que derrière chez toi, on voit l'eau, on voit donc le bassin, c'est super nice hein, comme vue. Ah non, je te corrige, je suis à Longueuil, je suis à notre site de Longueuil. Ce qu'on voit présentement, c'est le petit lac de l'Agence spatiale canadienne. Es-tu sérieux? Ah ben tu m'as floué là. Moi, j'étais sûr que tu étais chez vous avec la vue sur le bassin parce qu'il y a de l'eau en arrière. Je disais, il est à la maison. Ah non, on est chanceux chez Wiptech ici à Longueuil. On a une magnifique vue là, sur le magnifique parc de l'Agence spatiale. Fait que c'est ce qu'on voit dans mon background. Ah, wow, bravo. Ben écoute, je ne savais pas ça. J'irai voir ça. D'ailleurs, j'aimerais ça aller visiter tes installations. On s'en était parlé cet été. Là, je vais aller voir ça, absolument. Absolument. Parle-nous de Wiptech un peu, juste pour qu'on comprenne l'ampleur de ce que tu fais aujourd'hui. Puis après, j'aimerais ça qu'on recule dans le temps et qu'on retourne à Martin Ball quand il était jeune. C'est quoi ses influences? C'est comment il a découvert l'entrepreneuriat, tout ça. Alors, on va faire ça en un deuxième temps. Le premier temps, parle-nous de Wiptech aujourd'hui. C'est quoi? Ça fait quoi? Ça mange quoi? Ça livre quoi? C'est gros comment? Ben, Wiptech, c'est une entreprise de préparation de commandes. Donc, le meilleur rapprochement ou gestion de centre de distribution ou entrepôt, là, parce que selon les connaissances de la logistique, on peut porter plusieurs noms. Donc, nous, chez Wiptech, on prépare des commandes. Puis, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que tout le monde commande en ligne. Donc, nous, on fait de la préparation de commandes pour les magasins, mais on fait également de la préparation de commandes pour le e-commerce. Fait que, tu sais, exemple, si vous commandez des produits David City, j'espère que tu es un amateur de thé, Serge. C'est sûr que ça vient de chez Wiptech parce que nous, on prépare les commandes pour l'ensemble de l'Amérique du Nord pour David City. Donc, tu sais, on a l'inventaire, on va mettre le produit en conformité. Ensuite, il va être disponible sur le site web ou on va envoyer les produits dans les magasins ou maintenant dans les épiceries ou chez Amazon ou des choses comme ça. Fait que chez Wiptech, on gère vraiment l'aspect centre de distribution complet pour nos clients.
Donc, ça fait 20 ans maintenant. On a célébré notre 20e anniversaire à la mi-octobre. Ça fait 20 ans que la business est en marche. On a commencé ça à Sherbrooke. À Sherbrooke, on a commencé ça modestement dans le sens que j'ai créé la business avec mon frère Jocelyn. Et puis, à l'époque, on voulait faire une petite business tranquille. On se disait, on va avoir 7, 8, 10 employés, puis on va gérer une espèce de petit centre de distribution parce que dans notre tête, c'était tranquille, la distribution. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on dépasse les 500 employés. On a un immense site ici à Longueuil, 850 000 pieds carrés, et la phase 2, un autre 850 000 pieds carrés qui est en construction, qui va totaliser 1,7 million de pieds carrés. Ça, pour donner un exemple là, pour les gens, un immense centre d'achat, l'exemple comme le Mail Champlain ou la place des Promenades Saint-Bruno, ben, c'est des bâtiments de cette envergure-là. Donc, le bâtiment ici à Longueuil mesure 1 km de long. Donc, ça vous donne une idée de la quantité d'inventaire qu'il y a là-dedans et puis de la quantité de préparation de commandes qu'on peut faire. À terme, ici, le site, là, c'est 200 000 colis par jour. 200 000 colis expédiés par jour partout en Amérique du Nord. C'est immense. Ça donne presque 75-80 millions de colis traités dans une année. Donc, on peut nous comparer à Amazon à un certain point parce qu'Amazon, Fulfillment by Amazon, fait exactement la même chose que Wiptec, sauf que tout le monde connaît l'immense marketplace Amazon. Ouais, donc, en fait, toi, c'est comme le Amazon des gens qui ne sont pas Amazon. Donc, tu as tous les sites de commerce en ligne qui vendent en ligne, qui veulent pouvoir shipper rapidement, puis gérer des grands entrepôts, des grands inventaires et tout ça. Au lieu d'avoir ça dans leurs affaires à eux autres, avec leur système à eux autres, ils mettent ça chez vous, puis ils vont te donner donc un frais pour ça, ils vont te payer pour ça. Et toi, tu fais la sélection des produits, puis tu les ships un peu partout. Est-ce que tu fais aussi du mélange de commandes? C'est-à-dire, je commande du David's Tea, puis du, je sais pas, moi, du café Saint-Jacques, j'invente un nom, là. Est-ce que tu vas chercher David's Tea puis café Saint-Jacques, tu mets dans une même boîte, puis tu ships, ou c'est deux boîtes séparées? Non, actuellement, ça va être des boîtes séparées. C'est le fun que tu poses la question parce qu'effectivement, en ayant ici, c'est vraiment un environnement mutualisé, multi-client. Et c'est sûr qu'un jour, on rêve de pouvoir faire ce que tu viens de dire. Un client achète sur un marketplace X, Y, Z et qu'on puisse consolider le colis pour l'expédier dans une seule boîte plutôt que d'expédier 3, 4 boîtes. Fait qu'effectivement, c'est ce qu'on fait chez Wiptec. Par contre, on va aussi créer des kits, hein, parce que, tu sais, exemple, si on reste dans le thème du thé, ben ça se peut qu'il y ait une petite cuillère, un kit pour faire un verre pour faire le thé et le thé. Donc, ça, on appelle ça du kitting. C'est aussi des choses qu'on fait chez Wiptec. Ah, puis le kitting, c'est quand même toujours pour le même manufacturier. Fait que toi, tu vois un peu ce que je pense aussi, qui est l'avenir des 3PL, là, des joueurs comme toi, qui va être de faire de l'assemblage de plusieurs commandes de différents marketplaces dans une seule boîte et la shipper. Du coup, sauver un peu l'empreinte écologique, du coup, sauver aussi les coûts de livraison puis de transport en les partageant en différents manufacturiers ou en différents fournisseurs. Tout le monde va y gagner. Évidemment, si toute la technologie permet de le faire simplement pour vous autres, ça devient plus coûteux à faire pour vous. Au fil de l'histoire, ça ne marchera pas, mais je trouve que c'est un rêve intéressant que de pouvoir prévoir ce genre de service-là. Et c'est, à mon avis, la seule alternative qui reste au commerce en ligne pour compétitionner les Amazon de ce monde. Parce que sur Amazon, dans un seul huge, immense marketplace, tu peux commander du thé, du café, puis un bicycle à pédale, tu sais. Et ils vont tout te shipper ça, tu sais. Oui, et tu sais, il faut comprendre que nous, les marketplaces, c'est nos meilleurs amis, hein, parce qu'on dessert actuellement là, environ une 50aine de marketplaces. Amazon en fait partie, Wayfair en fait partie, des Walmart.ca.com. C'est important de comprendre que Wiptec, c'est un coffre d'outils pour nos clients. Donc, les clients mettent l'inventaire chez Wiptec et peuvent le vendre directement sur leur site en ligne, peuvent le vendre au travers des Shopify ou n'importe quel marketplace. Et nous, on va préparer la commande au nom de ces marketplaces-là. Donc, exemple, dans le modèle Amazon, Amazon peut préparer elle-même la commande ou ça se peut que nous, on prépare une commande pour nos clients. Ça s'appelle Fulfillment by Merchant. Donc, on prépare la commande et on va l'expédier directement chez le consommateur au nom du marketplace Amazon. Intéressant. En tout cas, c'est très, très impressionnant la taille des opérations, la taille de l'entreprise aujourd'hui qui
qui est techniquement parti avec une petite idée il y a 20 ans avec 2 frères, puis elle a dit, go, on va se faire une petite business. Puis finalement, aujourd'hui, c'est cette immense patente-là, entre guillemets. Puis ce que je trouve bien intéressant, Martin, puis c'est le fun qu'on en parle ce matin parce que beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe, là, des fulfillment centers comme le tien ou des. Et c'est quand même pas d'hier, là, ça a évolué, cette business-là, là, et ça a pris une ampleur importante aujourd'hui. Et ce qui est le fun, du moins, je pense que c'est le fun qu'on en parle, qu'on le découvre aujourd'hui, c'est que c'est définitivement un maillon très important de l'évolution du commerce de détail. C'est-à-dire que toi, ton entreprise, ça joue un rôle qui est extrêmement important, aussi commun que les camions de livraison. T'sais, les gens comprennent la dynamique des camions de livraison. Mais des joueurs comme toi, maintenant, les gens vont connaître ça de plus en plus parce qu'on va les voir s'installer à gauche par à droite. Puis j'espère que ça va être des WIPTEC encore et encore au Québec, surtout là, pour créer de l'emploi, puis nous créer aussi une certaine, je dirais, indépendance ou capacité de concurrencer les grands joueurs de ce monde qui jouissent d'installations logistiques extrêmement difficiles à compétitionner quand on est un petit joueur. Tu sais. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis dans l'axe où quand on a créé WIPTEC, tu sais, souvent on se dit, ouais, pourquoi on existe? On s'est créé, dans le fond, pour supporter le changement. Sauf qu'il y a 20 ans, le changement, et puis c'est vraiment particulier parce qu'il y a 20 ans, les entreprises fermaient leur production en Amérique du Nord, l'envoyaient en Asie, en Inde ou un peu partout dans le monde. Et là, ça revenait au Canada. Et là, il y avait toutes sortes de problématiques, que ce soit de la mise en conformité, des UPC, des couleurs qui ne matchaient pas. Au début de l'importation, c'était un peu n'importe quoi. Et juste avant WIPTEC, ce qui est intéressant, l'ancêtre de WIPTEC, on appelait ça Ethic Pro. Donc, Ethic Pro, là, c'est parti d'une histoire où j'ai un contact qui m'appelle, il dit, Martin, j'ai 30 containers maritimes, 30 containers, tous les produits qui sont dedans, c'est des serviettes. Et c'est tout pas conforme. Il faut refaire le pliage, il faut refaire l'emballage, il faut refaire l'étiquetage. Et là, je me rappelle d'avoir dit à mon contact, j'ai dit, t'es complètement malade. Il n'y a aucune chance parce que les délais pour faire ça étaient amazing. Là, c'était très court parce qu'il fallait expédier ça dans les magasins. Et j'ai raccroché et j'ai dit non, bonne chance. Et finalement, mon flair d'entrepreneur, je l'ai rappelé le lendemain et j'ai dit, c'est quoi ça? Parle-moi un peu de cette problématique-là, des problèmes d'approvisionnement et tous les premiers clients de WIPTEC, que ce soit Springs Global, qui est un client encore chez WIPTEC, mais qui est vraiment dans les premiers clients qu'on a eus, ou Shermag, c'était des problématiques qui étaient reliées vraiment à l'approvisionnement international. Fait qu'au début, là, même avant de créer WIPTEC, ça s'appelait Ethic Pro. On faisait vraiment de la mise en conformité. Et du jour au lendemain, on a dû embaucher 30, 40 employés pour faire que de la mise en conformité. Et WIPTEC est né après ça parce que les clients, ce qu'ils nous ont dit, c'est « Hey, c'est merveilleux, vous avez l'inventaire, vous mettez nos produits en conformité, ensuite vous l'avez l'inventaire, pourriez-vous préparer la commande puis l'expédier directement dans les magasins? » Et là, la réponse a été, ben oui, pourquoi pas, c'est pas plus compliqué. Surtout, il faut comprendre, pour faire le parallèle un peu sur le background, ben moi, mon training avant était dans l'industrie automobile pour l'entreprise familiale de mon père, qui était sous-traitant pour une entreprise de Waterville TG en Estrie, et on faisait des pièces d'auto. Et faire des pièces d'auto, c'est de la qualité totale, on ne peut pas arrêter une chaîne de production. Donc, pour nous, respecter des hauts standards de qualité, ça faisait partie de l'ADN. Et c'est toujours dans l'ADN de WIPTEC aujourd'hui, mais c'est dans l'ADN de l'entrepreneur également. Fait qu'on a commencé ça, et puis là, après, oui, mais si vous, puis tu sais, on parle de vieux magasins qui n'existent plus comme Sears. Sears était très, très, très exigeant au niveau de la préparation de commandes. Mais pour nous, les exigences des retailers versus les exigences d'un manufacturier comme Toyota, exemple, c'était notre première carte de visite, vraiment. Et la préparation de commandes est arrivée vraiment à ce moment-là. Puis c'est intelligent parce que, tu sais, dans le fond, dès que tu crées une certaine valeur ajoutée sur le produit, pourquoi recréer des mouvements? Pourquoi ramener ça à un centre de distribution? Surtout que l'approvisionnement venait d'un peu partout dans le monde. Fait que c'est vraiment comme ça que WIPTEC est né, de la mise en conformité au début de la préparation de commandes. Et le e-com est arrivé plus tard. C'est sûr que quand WIPTEC a été créé, on s'entend en 2002, là, le e-com,
c'était de la science-fiction, si on peut dire. Et même quand WIPTEC a commencé à faire du e-com en 2009, je me rappelle, les gens nous disaient c'est une mode, ça ne va pas durer. C'est comme... Mais nous, on a commencé à faire du e-com en 2009 avec un client qui était quand même d'envergure importante, qui était Nespresso. Donc, Nespresso venait s'établir au Canada avec des immenses volumes. On a supporté leur croissance année après année et ça nous a vraiment amené la plus grande expertise e-com qui, après, on a pu répliquer à l'ensemble des clients qui sont chez WIPTEC présentement. Ce qui est fascinant aussi, Martin, dans ton histoire, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais à quel point tu grandis avec les besoins de tes clients. Tu sais. Puis, je dis souvent, quand je coach des gens en affaires, je leur rappelle toujours que la business, c'est tout le temps à propos des autres. C'est jamais à propos de toi. C'est toujours à propos de servir les autres, d'aider les autres, de régler des problèmes pour les autres. Puis, tu sais, du premier coup d'envoi, je dirais, de ton entreprise, qui était de régler un problème d'importation puis de conformité à l'importation, tu as créé une entreprise. Puis cette entreprise-là, il y a eu des clients. Puis là, tes clients t'ont dit hey, tu peux-tu faire ça aussi? Puis tu as dit ben, laisse-moi réfléchir. Puis après, ben oui, tiens, je peux faire ça encore en plus pour toi. Puis grandir avec tes clients, puis les servir de plus en plus. Donc, ce qu'on dit en marketing, c'est share of wallet, tu sais, aller chercher encore plus du portefeuille d'achat de tes clients dans des sphères ou des besoins connexes à celui qui te fait rentrer au départ. C'est la meilleure façon de faire croître son entreprise parce que c'est une façon de créer aussi de la valeur à long terme. Un client qui fait 20 ans qui est chez vous, qui est satisfait, c'est impossible de le déloger. Tu sais. Et ça veut donc dire des revenus récurrents encore pour longtemps dans ta business. Fait que si tu multiplies des clients comme ça fidèles parce que tu en fais toujours plus pour eux autres, ben cette fidélité-là crée de la valeur financière et économique à ton entreprise, ce qui est extraordinaire. En tout cas, c'est la bonne façon de développer des business. Bravo. Et tu sais, comme je te disais, d'entrée de jeu, WIPTEC a été créé pour supporter le changement. Puis aujourd'hui, on supporte encore le changement. Puis c'est encore vrai, ça va être encore vrai dans 20 ans. Aujourd'hui, c'est drôle parce que le COVID a complètement transformé, a plutôt accéléré la transformation des habitudes de consommation. Et nous, chez WIPTEC, c'est le fun parce que, en fait, en e-com, on était déjà là avant le COVID. Et quand ils ont annoncé qu'ils fermaient les magasins et que tout allait vers le e-com, bien, pour nous, c'est drôle parce que du jour au lendemain, on est devenu... Le Black Friday, ça s'en vient, là, le Vendredi fou, c'est un événement super important au niveau du e-com. Tout ce week-end-là, tout le lundi, le Cyber Monday, c'est quelque chose qui augmente de façon exponentielle les volumes. Alors, quand au COVID, ils ont dit on ferme les magasins, que ça s'en va e-com, bien, nous, on est tombé du jour au lendemain au rythme du Black Friday. Mais comme on a l'expérience de le faire, bien, c'était super intéressant. On a été là pour supporter justement nos clients qui, écoute, on s'entend, là, les dernières années, les retailers, les fabricants, ils ont vécu des moments pas mal difficiles et complètement déstabilisants. Là. Que ce soit aussi avec l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement, comme tu sais, est complètement brisée. J'ai des clients qui ont reçu leur matériel d'été là, il y a quelques semaines. Là. On s'entend que le matériel d'été rendu en automne, là, ben, c'est pas bon. Là. Fait que, tu sais, quand tu dis on a été là pour se tourner sur un Dixon, pour supporter nos clients, c'était vrai il y a 20 ans, c'est vrai aujourd'hui, ça va être vrai encore dans 20 ans. Mais c'est important parce que c'est l'ADN de WIPTEC. Nous, on n'est pas un fournisseur. On est vraiment un partenaire. Et c'est vraiment ce qui nous distingue par rapport à d'autres compagnies qui vont pas être aussi... Nous, on fait partie de l'équipe. Tu sais, nos clients, c'est notre équipe. On va participer aux stratégies marketing, on va brainstormer ensemble parce qu'on a l'intérêt. Si notre client a de la croissance, WIPTEC a de la croissance. Donc, automatiquement, ça devient un win-win. Vraiment intéressant. Alors, parle-nous maintenant de comment ça a commencé, ça, l'entrepreneuriat chez Martin Barre, parce que là, on a eu des petits échos tantôt, là, des scoops que c'est parti avec ton frère il y a 20 ans. Mais avant ça, là, tu faisais quoi? Est-ce que tu étudiais en affaires? Est-ce que tu étais quelqu'un qui était prédestiné à devenir entrepreneur? Comment ça s'est passé? Faut que je t'amène encore plus loin que ça. Écoute, l'esprit entrepreneurial, moi, comme je t'ai dit tantôt, mon père avait une entreprise. Donc, dans ma tête, mon père a toujours été en affaires. Dans le fond, il était fabricant de chaussures à l'époque. Il fabriquait des chaussures. Et puis, ça m'a toujours inspiré. Je trouvais ça intéressant. Et dans ma tête, mon père, comme j'ai dit, a toujours été en affaires. Mais dans le fond, si je ne me trompe pas, il m'a dit que sa première entreprise, il l'a eu à 40 ans. Fait que c'est juste que dans ma tête d'enfant, il a toujours été un homme d'affaires. Il a toujours monté les échelons et tout ça. Mais moi-même, à 14 ans,
Donc, à 14 ans, on est quoi? On est en secondaire 2, 3 environ. J'ai découvert que moi, j'aimais ça faire danser les gens. Donc, je suis devenu DJ, je suis devenu animateur. OK, t'as dansé les gens. OK. Oh, On est ailleurs, on est dans l'entertainment, le showbiz. On est dans l'entertainment, c'est complètement atypique. Et souvent, les gens, ils font « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Mais donc, à 14 ans, j'ai développé vraiment une passion comme DJ. Et puis, c'était le fun. Tu sais, c'était comme « Mais OK, mais c'est cool, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus? » Et là, l'entreprise, la Disco Mobile pour laquelle je travaillais, qui s'appelait la Musitech à l'époque, qui était associée avec Radio, qui est devenue Radio Énergie, mais en Estrie, ça s'appelait Simo 106. Donc, a été à vendre. Et là, j'avais 15 ans. Et là, avec mon premier partner, donc mon première expérience de partenariat, on est allé voir chacun de notre bar. Mon premier partner, Gilbert, son père avait une imprimerie. Moi, mon père avait une business de fabrication de chaussures. On est allé voir, puis je pense qu'on a emprunté, je sais pas, 15 000 $. C'était pas un montant astronomique. Et on a acheté la Disco Mobile. Et là, on avait jusqu'à 7, 8 équipes qui faisaient des discos mobiles dans des mariages, dans des parties de bureau, dans des choses comme ça. On ne s'est pas contenté de ça. Après, on a fait, OK, mais on peut-tu faire de la musique dans des bars? Fait que là, on s'est mis aussi à louer des systèmes de son dans des bars. J'ai été DJ dans des bars, j'ai été maître de cérémonie, des choses comme ça. Donc, ma première expérience d'entrepreneur a été vraiment à l'âge de 15 ans. Et puis là, j'ai quand même vécu toutes sortes de problématiques parce que l'entrepreneuriat, comme tu sais, c'est rempli de défis, puis même à 15 ans, parce que rendu à 17, moi puis mon partner, on n'avait plus du tout la même vision de ce qu'était l'entreprise. On a vendu cette entreprise-là. Et puis, moi, tu sais, si on parle de mon background, bon, le secondaire était fini. Je rêvais à cette époque-là d'être un journaliste ou quelque chose comme ça. Fait que je me suis inscrit en lettres au cégep. Et là, je me suis rendu compte que c'était le fun, mais je suis bien dans les communications parlées, mais quand on arrive dans l'écrit, je ne suis pas un champion d'orthographe nécessairement. Fait que je me suis réorienté en sciences humaines au cégep. Fait que, tu sais, comme tout. Puis j'avais toujours une business de location. J'avais gardé la business de location, c'était DJ. Moi, ce que je trouvais le fun, c'est j'étais payé pour faire la fête avec mes amis. Alors que mes amis devaient dépenser, moi, j'étais payé. Et puis, j'ai expérimenté. J'étais allé chercher des subventions pour pouvoir payer des employés. Et je me rappelle, mon père, à un moment donné, il fait « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit, t'es pas en train, d'exemple, de faire l'entretien du système de son. J'ai dit non, j'ai trouvé une subvention, puis j'ai engagé cet employé-là parce qu'il y avait un programme, puis ça donne que je pouvais aller. Fait que tu sais, c'est vraiment sorti de façon intuitive. Et j'avais dit que je travaillerais jamais pour mon père. Donc, j'ai travaillé pour mon père. Parce que, tu sais, dans la vie, parce que, tu sais, qu'aujourd'hui, je le comprends. À l'époque, mon père rêvait que mon frère Jocelyn et moi, on travaille pour l'entreprise familiale. Moi, je ne voulais pas parce que je pense que c'est un orgueil mal placé. Puis je me disais, c'est pas. Mais finalement, je suis content. Rendu au cégep, j'ai décidé de travailler pour mon père. Puis là, je suis allé chercher des expériences qui n'auraient pas pu avoir lieu avant. J'ai vraiment fait un 360 dans l'entreprise. J'ai appris différents niveaux. Et si je continue dans le scolaire, là, écoute, j'ai fait un virage à 360 degrés. Je me suis inscrit en géophysique à l'Université de Sherbrooke parce que je rêvais d'être météorologue. Pas quelqu'un qui dit la météo, là, vraiment quelqu'un qui fait la recherche sur la météo. Et là, Serge, j'ai, comme on dit en bon québécois, mangé une volée à l'université parce que quand tu n'as pas fait Sciences Pures et tu es avec des gens qui ont fait Sciences Pures, mon rêve et la réalité sont complètement déconnectés. Donc, je me suis réorienté en communication à l'université. Mais là, à ce moment-là, j'avais toujours ma business de location. J'étais toujours DJ. Je travaillais pour l'entreprise familiale. Et là, je me trouvais un peu pas assez outillé au niveau de la gestion des ressources humaines puis de l'administration. Donc là, j'ai fait un changement à la faculté d'administration à l'Université de Sherbrooke. Tout ça pour dire qu'à l'université, moi, ça me fait sourire parce que, tu sais, souvent, les gens font « En quoi tu as étudié? » J'ai étudié dans pas mal d'affaires, mais au final, je n'ai pas de bac. Tu sais, j'ai fait un virage tellement année après année,
mais ça a été mon background qui me donne les outils que j'ai aujourd'hui. J'imagine que je pourrais réclamer un bac multi, mais un bac multi, dans mon livre à moi, ça ne vaut pas grand-chose. Puis de toute façon, j'avais décidé que l'entreprise familiale, c'était pas ce que je souhaitais. Mon frère ne souhaitait pas ça non plus à l'époque. Et on voulait partir notre business, comme je te dis. C'était là. C'était comme un coffre d'outils, on apprend, mais on va partir en affaires plus tard. Cette entreprise familiale, à l'époque, celle de ton père, c'est une entreprise qui fabriquait des chaussures ou c'était une autre entreprise? Parce que tu as dit que ton père en avait comme eu plusieurs. Oui, bien, effectivement, la première entreprise de mon père fabriquait des chaussures parce que moi, je suis natif de Actonville, donc un petit village en Montérégie où on est déménagé quand j'avais 4 ans ou 5 ans. Et merci à mon père d'avoir eu une opportunité à Sherbrooke pour aller travailler à l'époque pour Chaussures de l'Estrie parce que je ne sais pas si ma vie aurait été différente à Actonville. J'ai rien contre les petits villages, mais fait que ça a été la première opportunité. Donc, mon père est allé travailler comme directeur général pour Chaussures de l'Estrie. Puis à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, là, les quotas de la chaussure, avant, la fabrication de chaussures était vraiment protégée parce qu'on n'ouvrait pas la porte à l'importation. Et là, au fur et à mesure, l'entreprise a eu des difficultés. Fait que mon père, il a fondé son entreprise avec des anciens partenaires de cette... mais il était fabricant pour des marques comme Kodiak, Lotto, Adidas, des choses comme ça. Mais ça a été un milieu qui a été extrêmement malmené dans le sens que l'importation venait anéantir la fabrication. Ben ouais. Et c'est là que mon père a décidé de se virer sur comment je dirais, la résilience entrepreneuriale de mon père. Il s'est viré sur un dixaine. Il a vu une opportunité de faire de la sous-traitance pour Watteville TG, qui est une compagnie de Toyota. Et là, il a commencé à faire des pièces automobiles. Et je me rappelle, moi, il y avait un bar de l'usine que c'était de la fabrication de chaussures parce qu'il était très entêté que lui, il pouvait se démarquer, mais il avait quand même sécurisé en commençant de la sous-traitance. Et un jour, la chaussure, il n'y avait vraiment plus rien à faire parce qu'on a été complètement envahi, a continué dans la sous-traitance. Et là, moi, dans le fond, c'est pour l'entreprise de sous-traitance de Watteville TG que j'ai travaillé pendant 10 ans. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses à travailler pour des Japonais parce que tout le TPS, le Toyota Production System, la façon de faire des études de temps, la façon de gérer de façon efficiente, je le dois vraiment à toute l'expérience qu'on a eue en collaboration avec les Japonais. C'est intéressant aussi parce que, tu sais, en t'écoutant, on se rend compte à quel point, tu sais, il n'y a pas de chemin tracé d'avance pour les entrepreneurs. Tu sais, souvent, Martin, tu dois faire poser la question, mais tu sais, hey, c'est quoi le secret? Puis, hey, comment on part une business? Puis, j'écoute ton histoire, puis c'est tellement, ça ressemble tellement à plein d'autres histoires qu'on rencontre ici chez Alias Entrepreneurs, des histoires que les gens passent à gauche, à droite. C'est comme passer par Sherbrooke pour aller à Gaspé. Tu sais, c'est comme tu pars de Montréal, tu en vas à Sherbrooke pour aller à Gaspé. C'est comme ça ne fait pas de sens. Oui, mais c'est dans ce chemin-là, dans chacun qui trace son chemin, qu'on va chercher le bagage requis pour avoir des révélations qui, ultimement, nous mènent au succès. Tu sais, ni plus ni moins. Là, c'est comme ça l'entrepreneuriat. C'est vraiment intéressant ton histoire. Puis je trouve ça le fun aussi, les influences de ton père et de ses business, parce que là aussi, il y a eu bien des leçons que tu as pu prendre, qu'on prend difficilement dans les livres. Là, l'adaptation, la résilience, il faut être confronté à la chute de sa business pour comprendre à quel point c'est difficile moralement, psychologiquement, financièrement, loyalement, entre guillemets, avec les employés, les relations avec tous ces employés qu'il faut que tu laisses tomber d'un bord, engager des nouveaux de l'autre bord, le cash, acheter de la nouvel équipement dans un nouveau monde, partir carrément une nouvelle business pendant qu'on enroule une autre qui, elle, est en train de péricliter. Bref, c'est tout ça, cette expérience-là que tu as vécue en travaillant avec ton père, en accompagnant ton père, ça te rend très riche comme employeur, comme entrepreneur par la suite quand tu viens pour démarrer ta propre affaire. Oui, puis j'aime le parallèle que tu fais au niveau de la résilience parce que souvent chez WIPTEC, quand je transmets les valeurs à l'équipe, je dis chez WIPTEC, on est flexible, mais on a la flexibilité de l'acier. Donc, on s'entend, il faut être flexible et rigide en même temps. Parce que quand on développe des processus, quand on développe une expertise, c'est important d'être flexible, mais à un certain point.
parce que si on ne respecte pas sa propre recette, et c'est ça le défi de grandir, hein, parce que WIPTEC est en pleine croissance dans les dernières années, et puis de perpétuer cette recette-là qu'on a mis en place et de créer cette... tu sais, on a besoin, plus que l'entreprise grandit, plus qu'on a besoin d'ambassadeurs, mais on a besoin aussi d'équipes de direction, de responsables qui deviennent extrêmement fortes et qui défendent les valeurs de l'entreprise pour que l'entreprise progresse. Et c'est ça, la résilience, effectivement, hein, être capable de grandir, mais d'avoir une certaine flexibilité, mais de prendre des risques calculés au bon moment aussi pour faire les choses. Et il y a un volet que je n'ai pas parlé tantôt dans WIPTEC. On possède notre technologie. Hein. Je sais que tu viens d'un bon background technologique. Chez WIPTEC, on possède notre logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de gestion de centre de distribution, qui est un WMS dans le jargon logistique. Et ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. On a notre équipe de programmeurs, nos analystes. Et ça, c'est un gros edge compétitif d'un WIPTEC dans le marché parce qu'on est justement toujours capable de s'adapter à la vitesse des besoins des clients ou des consommateurs. C'est important également d'amener ça parce que ce logiciel-là, c'est ce qui gère les algorithmes, c'est ce qui affecte la main-d'œuvre aux bons endroits parce que dans un gros centre de distribution, là, le temps, les déplacements, c'est le challenge. On ne veut pas qu'un chariot élévateur se déplace vide. On veut que les employés fassent des circuits de préparation de commandes intelligents. Et puis c'est drôle parce que là, on vient d'implanter des robots à Longueuil qui fonctionnent avec un algorithme qui est plus qu'on mélange, mieux que c'est. Mais c'est drôle parce que chez WIPTEC, quand on utilise des humains, on a un client à Sherbrooke qu'on fait qui est Sport Expert Atmosphère, et plus qu'on mélange l'inventaire, bien, plus que nos humains sont efficaces pour préparer les commandes parce que les consommateurs magasinent de façon complètement désordonnée. Donc, le logiciel vient vraiment nous aider à faire des choses que je peux dire un peu plus flyées comme ça pour optimiser et naturellement bonifier l'expérience client de nos clients et ultimement de leurs clients qui achètent en ligne. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, si on regarde ton entreprise de l'extérieur, on peut dire que c'est une entreprise de service. Tu sais, c'est une entreprise qui offre un service à ses clients. Tu ne fabriques pas un produit. Puis en même temps, moi, je dis toujours, une entreprise de service, la force de celle-ci en termes de création de valeur, c'est évidemment garder son staff. Donc, la première richesse d'une entreprise de service, c'est le capital humain, le talent qu'on doit retenir, développer, sécuriser, fidéliser. Bref, c'est une portion, une part importante de la création de valeur. L'autre, évidemment, ce sont les clients, tu en as parlé aussi. Puis la troisième, que je répète souvent, toutes les petites boîtes de services qui sont 3 ou 4, je leur dis toujours, c'est vos méthodes et procédés, c'est vos façons de faire à vous qui créent de la valeur. C'est sûr que quand tu es 3 ou 4, on ne le voit pas, ça. Mais là, quand j'écoute ton histoire, puis ça m'apparaît évident, tu viens de le dire aussi, notre logiciel, on l'a développé from scratch. Du départ, ça devait être une petite patente, mais la petite patente, après année, devient aujourd'hui un élément essentiel de ton succès, puis un avantage compétitif indéniable. C'est-à-dire qu'un concurrent qui n'a pas ta patente, ben, il est désavantagé par rapport à toi. S'il y a une autre patente, ton client va comparer les 2 patentes, mais ta patente à toi, elle est à toi, elle ne se retrouve pas ailleurs. Et ça devient une force incroyable en termes de compagnie de service quand elle prend de l'ampleur, d'avoir cette patente-là, ce logiciel-là ou cette façon de faire-là, cette méthodologie-là qui est à toi et qui te rend efficace et qui te rend plus performant peut-être que tes concurrents. Bravo aussi pour ce point-là, Martin. Bien, merci, mais effectivement, le fait d'avoir fait les choix au bon moment aussi, hein, tu sais, dans l'entrepreneuriat, on est confronté constamment à prendre des choix. Puis, tu sais, un des profils que tu vois tout de suite si quelqu'un est entrepreneur ou il ne l'est pas, c'est sa capacité de prendre des décisions. Parce que si tu prends la décision au bon moment, puis je me rappelle, là, tu sais, au début, là, on était là, est-ce qu'on part from scratch ou on utilise un logiciel dit beaucoup plus tablette? Mais imagine-toi si on avait pris la décision stratégique d'aller vers un logiciel plus tablette. Bien, il y a des entreprises qui nous appellent parce que justement, ils ont des limitations. Écoute, des gros softwares, mais un gros software, quand tu demandes une modification, ça prend des mois. Mais nous, des fois, on peut avoir une demande, on va faire la modification, puis une semaine après, c'est implanté, là. Mais la vitesse, la transformation du marché, tu sais, je disais la transformation des habitudes de consommation, là.
Les gens achètent beaucoup plus en ligne qu'avant. Ça, tout le monde le sait. Mais les gens consomment de façon complètement différente en magasin. L'expérience client en magasin, là, elle s'est transformée. Tu sais, les vieux magasins là, comme Zellers, comme Sears, où il n'y avait pas nécessairement d'expérience, ont été remplacés par des magasins expérience. C'est juste à regarder l'évolution de Sport Expert. Aller dans un magasin Sport Expert comme celui du 10-30 ici, là, c'est une expérience en soi. Ce n'est pas juste aller dans un magasin acheter des équipements de sport. Aujourd'hui, le consommateur, moi, je me rappelle là, à l'époque de mes parents, c'était quasiment une activité d'aller au centre d'achat. Mais aujourd'hui, les gens gèrent leur temps de façon différente et c'est un avantage d'acheter en ligne. Mais des fois, c'est un avantage d'aller vivre une expérience au centre d'achat aussi pour magasiner autrement. Fait que ça s'est tout transformé. Puis nous, quand on a commencé en business, on préparait des commandes pour les magasins. Écoute, on avait des fois 6-7 jours pour préparer la commande. Mais aujourd'hui, quand tu as 2 jours, 1 jour, tout est devenu plus rapide. Les backstores, ça n'existe plus dans les magasins. Hein. Quand on a commencé, on remplissait des backstores. Là, on fait du replenishment des planogrammes live dans les magasins, qui est totalement une façon différente, mais qui se rapproche beaucoup du e-com. Tu sais, des fois, il y en a qui font « OK, mais c'est quoi la différence entre la préparation de commandes e-com puis magasin? » Avant, il y avait un gros clash. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent parce qu'avant, exemple, les magasins commandaient des boîtes complètes. Après, ils ont commandé la petite boîte dans la grosse boîte. Puis maintenant, les magasins commandent des unités tout à fait comme les consommateurs en e-com. Fascinant, c'est très fascinant. Dis-moi, en parlant d'avenir, comment tu vois justement l'avenir de ton industrie? Tu parlais 500 employés tantôt. Est-ce que tu vois qu'avec la croissance dans les 10 prochaines années, 20 prochaines années, est-ce que ça va être exponentiel au niveau d'utilisation de la main-d'œuvre humaine ou tu vois plutôt apparaître la robotique qui va remplacer ces jobs-là et créer peut-être d'autres types d'avantages? Est-ce que c'est quelque chose que tu commences à convoiter ou c'est déjà en place? Parle-moi de ça un peu. Bien, nous, chez Wiptec, on a une approche, encore une fois, différente des autres entreprises. Hein. Tu sais, combien de fois on entend je vais investir dans de la technologie pour enlever des humains? Bien, nous, c'est le contraire. Chez Wiptec, on investit dans la technologie pour qu'elle soit au service de l'humain. Donc, toutes les avancées technologiques qu'on a investies, puis le centre de Longueuil, que oui, effectivement, il faut que tu viennes visiter, ça va être merveilleux, tu vas pouvoir constater que c'est des choses qui viennent servir les humains. Et tu sais, quand la ville de Longueuil a écouté notre projet, c'est ce qui les a séduits, hein, parce que le centre à Longueuil, c'est plus de 1000 employés à terme. Là. Donc, très technologique, mais beaucoup d'humains. Parce qu'il y a encore des choses aujourd'hui, puis heureusement, puis je pense qu'il va toujours en avoir, que les humains sont beaucoup meilleurs que les machines. Donc, c'est de savoir doser la quantité d'automatisation qui va venir aider les humains. Fait que, tu sais, les robots qu'on a, ben, c'est dans le but d'aider. Les technologies, les systèmes de zoning automatique, toujours dans le but d'aider. Fait que ça, c'est vraiment une approche totalement différente que Wiptec a comparativement, comme je te disais, à d'autres centres qui se plaisent de dire, ben, au lieu d'avoir besoin de 30 humains pour faire ça, je vais en avoir besoin de 3. Ben, nous, on va en avoir besoin autant, mais on va pouvoir faire plus d'étapes ou des choses comme ça. Fait qu'on a une approche très 4.0, qu'on peut dire, mais toujours technologie au service de l'humain. C'est de même qu'on a bâti notre logiciel également avec des sons, avec des couleurs, toujours dans le but de rendre le travail beaucoup plus intuitif par nos employés, qui est notre matière première la plus importante. Et tu sais, le recrutement, c'est un défi, mais justement, d'avoir un environnement technologique comme ça qui est beaucoup plus... Ça devient un edge compétitif aussi, là, par rapport à un traditionnel entrepôt où l'employé doit prendre une feuille puis aller essayer de chercher le produit. Ben, c'est pas comme ça chez Wiptec. C'est hautement technologique, traçabilité en temps. Je présume que ces entreprises-là qui partent avec une feuille vont, elles aussi, être dépassées un peu comme on en parlait tantôt quand l'importation de matières fabriquées en Asie a envahi nos marchés. Ben, ça a rendu désuet notre fabrication locale. Je présume que les gens qui ont des services de logistique où tu pars avec un packing slip ou un picking slip puis tu t'en vas dans l'entrepôt chercher à la main, ils sont plus capables de compétitionner avec des joueurs comme toi. Parlons-en de la compétition. Ça a l'air de quoi, Martin, ton marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça au Québec? Est-ce que ce sont des joueurs québécois? Est-ce que ce sont des joueurs américains qui s'installent ici? Comment ça se passe, cette dynamique-là? Et surtout, comment tu réagis à cette dynamique-là?
Oui, ben nous, au niveau, la compétition, c'est une question qui m'est naturellement souvent posée. C'est qui ton plus grand compétiteur? Et la réponse que je donne surprend souvent. Mon plus grand compétiteur, c'est le client qui le fait lui-même. Parce que un client qui fait le choix technologique, et je prends exemple un Simons, qui est une belle entreprise québécoise qui a fait le choix technologique d'investir dans un centre de distribution hautement automatisé, informatisé. Ben, il a décidé de le faire lui-même plutôt que d'utiliser un coffre d'outils comme une entreprise comme Wiptec. Ça, c'est mon plus grand compétiteur que je dirais, mais lui, je dis lui, là, ça peut être n'importe quel client qui décide d'investir lui-même, va devoir se limiter à certaines technologies. Donc, exemple, tel type de robot, parce que naturellement, il faut qu'il y ait un retour sur un investissement si jamais on fait un investissement technologique. Ensuite, des entreprises qui offrent un coffre d'outils, un centre, comme le centre que je suis à Longueuil, là, il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a très peu en Ontario, mais au Québec, il n'y a pas d'autres centres comme Wiptec qui offrent un coffre d'outils technologique, une avancée technologique aussi grande dans un environnement mutualisé où l'ensemble des clients. Parce que tu sais, Serge, un client qui arrive chez nous, là, des fois, là, il y a des beaux petits startups, là, ils arrivent, ils sont tout petits, ils ont besoin d'un environnement, mais rapidement, dans 1 an, ils ont besoin de changer d'environnement. Mais changer de fournisseur, c'est pas cool, c'est pas le fun, surtout quand tu es intégré informatiquement. Donc, chez Wiptec, on aide nos clients à scaler également. Il y a plein de petits centres de préparation de commandes qui sont nés du COVID parce que du jour au lendemain, tout le monde avait besoin vraiment d'avoir accès à de la préparation de commandes. Et chez Wiptec, c'était des choix déchirants. Hein. Des fois, il y a des clients qui nous appellent, puis là, ben j'ai beaucoup de volume, c'est 100 commandes par semaine. Ben 100 commandes par semaine, c'est pas beaucoup de volume. Mais pour toi, c'est beaucoup de volume. Bon, mais c'est peut-être le prochain Davidity, c'est peut-être le prochain Dollar Shave Club. Tu sais, c'est important. Fait que chez Wiptec, justement, dans notre coffre d'outils ici à Longueuil, ben maintenant, on a la capacité de traiter également des clients de toute taille pour les permettre de scaler. Parce que le scalability, c'est très important. Et moi, ce qui me fait capoter aujourd'hui, là, c'est la vitesse à laquelle les nouveaux entrepreneurs saisissent l'opportunité et transforment et sont disruptifs. C'est extrêmement, c'est merveilleux. Ouais. On peut pas se permettre stratégiquement de laisser passer ces opportunités-là. Donc, c'est pour ça, exemple, l'environnement robotisé permet d'avoir, tu sais, quelqu'un peut avoir une tablette qui est au service des robots. Donc, tu sais, on a vraiment pensé à toute la scalability là, dans le centre ici à Longueuil. Parlant de scalability, est-ce que tu prévois peut-être dans les années futures d'avoir d'autres installations dehors du Québec, comme en Ontario, comme tu le disais tantôt, dans l'Ouest canadien? Dans le plan de Wiptec, on est dans ce qu'on appelle la phase, on l'a nommé Replicator. Nous, on a développé une recette, une expertise. On est passé à un autre niveau avec le centre de Longueuil pas parce qu'il est plus grand, parce qu'à Sherbrooke, on dépassait le 1 000 000 de pieds carrés, mais sauf qu'on avait une dizaine de bâtisses pour pouvoir avoir autant de pieds. Donc, de centraliser des opérations ici à Longueuil, de conserver les opérations à Sherbrooke, parce qu'à Sherbrooke, on a une matière première très importante, le knowledge, écoute, il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience à Longueuil, c'est en développement. Donc, on est vraiment dans une phase de répliquer. Donc, c'est pour ça qu'ici, le centre, c'est un centre qu'on appelle conveyable, donc pour des produits qui sont convoyables. Et on a le même projet au niveau alimentaire, un fulfillment center, mais l'épicerie en ligne, c'était de la science-fiction avant. Aujourd'hui, les gens magasinent leur épicerie vraiment. Ben oui, puis de plus en plus. Là. Et il y a également la préparation de commandes pour les produits qu'on appelle knockdown, que c'est des produits plus volumineux. Ça, c'est pour la géographie de Montréal. Okay? Ensuite, répliquer dans l'Ouest canadien, c'est tout à fait naturel. Et aux États-Unis, ça fait partie de notre plan de développement. Ben écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Martin. C'est vraiment impressionnant ce business-là. C'est un espace industriel ou commercial peu connu. Les gens ne connaissaient pas vraiment. En tout cas, moi, je connaissais peu là-dessus. Puis définitivement que les gens qui nous écoutent, qui te découvrent ce matin, il y en a un méchant paquet qui ne connaissaient pas en tout ce secteur-là. Alors, c'est juste très, très intéressant de le découvrir avec toi. Puis
Puis c'est une certaine fierté aussi de voir l'ampleur que ça a, sachant que c'est parti de chez nous, c'est parti de Sherbrooke, c'est maintenant un joueur important dans la chaîne de distribution québécoise, je dirais, pas d'alimentation, mais de distribution, d'alimentation de produits, là, mais pas de l'alimentation de la bouffe. Mais bref, c'est vraiment impressionnant ce que tu as fait, puis ça va être bien le fun de te voir compléter et poursuivre ce développement à l'étranger et en dehors de la province. Dis-moi, Martin, comme entrepreneur, comment tu fais pour te nourrir, toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui voyage beaucoup? Comment tu fais pour nourrir ta créativité, ton sens de l'observation pour réagir, cette résilience, cette vision qui t'anime? Là, où tu cherches tes inspirations? Ben, écoute, l'inspiration se trouve un peu partout. Hein. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime vraiment étudier ou en apprendre. Tu sais, comme je trouve super intéressant votre initiative avec Alias parce que, tu sais, pour moi, écouter des histoires d'entrepreneurs de toutes les tailles, il y a quelque chose d'inspirant. L'importance d'avoir des mentors, d'avoir des gens qui peuvent challenger tes idées. C'est des choses auxquelles j'ai besoin. Ensuite, c'est le pouvoir de décrocher. On parlait d'entrée de jeu, notre beau bassin de Chambly qu'on peut contempler. Là. Ben, nous, le matin, puis je sais que vous faites la même chose, là, de voir le lever de soleil, ben, c'est spectaculaire, c'est le fun, c'est apaisant. Moi puis ma conjointe, on regarde ça, puis on dirait qu'on est comme deux enfants, mais ça permet de bien partir une journée. C'est important de saisir, voyager, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. J'aime aussi redonner aux suivants, dans le sens faire des conférences, participer à des activités de formation, des choses comme ça. Je trouve que ça vient tout nourrir. Tu sais, je participe à l'activité de socio-financement, la ruche. J'ai investi dans une entreprise avec un jeune entrepreneur qui est Génération e-com, où il y avait justement besoin du mentorat. Donc, tu sais, c'est important de se bâtir un cercle et d'avoir vraiment les meilleurs alliés autour de nous parce qu'on ne sait jamais quand on va être malmené. Hein. Il n'y a pas juste des gens qui veulent notre bien quand on est entrepreneur. Donc, c'est important de pouvoir prendre un pas de recul et de voir au-dessus de la montagne et non de juste voir la forêt. C'est très, très important. Fait que décrocher. Et puis, tu sais, je le vois, hein, des fois, tu mets des posts, tu es allé en kayak ou tu es allé voir tu sais, les oiseaux. Tu sais, c'est merveilleux de pouvoir. Tu sais, moi d'ailleurs, la façon dont je le transmets à mon équipe, là, c'est des fois, je leur dis, pense à ça sans y penser. Parce que la meilleure façon qu'on pense, c'est quand on n'y pense pas vraiment. Tu sais, quand on a une idée et qu'on la laisse germer, des fois, 3 jours après, la solution devient complètement claire. Et ça, c'est des gens qui m'ont transmis ça. C'est des professeurs que j'ai eus, c'est des mentors, c'est des partenaires d'affaires qui sont tout simplement magiques. Tu sais, c'est important de ne pas penser qu'on... Tu sais, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui écoute les autres. C'est quelqu'un qui est humain. C'est d'avoir une empathie. C'est vraiment... Tu sais, il n'y a pas de recette, mais c'est une ouverture. C'est une ouverture sur le monde, je dirais. Ben écoute, c'est rafraîchissant de t'écouter parler, puis définitivement super le fun d'apprendre à te connaître, sachant qu'on va vivre l'un à côté de l'autre pendant de nombreuses années, je le souhaite. Je te souhaite beaucoup de santé, beaucoup de succès encore, et certainement beaucoup de plaisir sur ton bassin de Chambly à côté de moi. Et j'espère que je vais te faire triper avec mes photos d'oiseaux encore longtemps. Je viens de m'acheter une nouvelle caméra en fin de semaine pour pouvoir faire des shots encore plus capotés de photos d'oiseaux et que j'ai bien hâte d'être sur mon kayak l'été prochain ou sur ma planche de paddle là, pour aller faire des photos le matin de bonne heure. Martin Ball, un grand merci. Tu es extrêmement généreux, très gentil, très humble aussi. Alors, c'est le fun de t'écouter. On n'est pas en train d'écouter un gars qui fait juste s'étendre et s'épandre tellement il est beau et bon. Toi, c'est plutôt dans la générosité, dans la simplicité, dans le terre-à-terre. Et ça, ben, moi, c'est des qualités que j'admire beaucoup chez les entrepreneurs. Alors, un grand merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu partager ton histoire avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Merci pour l'opportunité. Et comme je dis, c'est important de donner aux suivants. Puis on a des belles générations d'entrepreneurs qui poussent. C'est vraiment merveilleux de les voir aller. Encore une fois, merci beaucoup.
Quant à vous, si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, vous connaissez la routine, on vous demande de faire des likes, évidemment, sur la plateforme de votre choix. Vous l'avez écouté sur YouTube, ben, faites des likes sur YouTube, Facebook ou sur votre podcast. Si vous pouvez commenter, c'est encore mieux. Des likes, c'est bon, mais un commentaire, c'est vraiment meilleur. C'est meilleur pour les algorithmes, parce que les algorithmes donnent plus de poids aux commentaires. Donc, forcément, si vous en faites, on vous est redevable. On est super content. Alors, on vous invite à faire des likes, à des commentaires et à partager à vos amis. Martin vient de le dire, hein, redonner aux autres, ben, c'est des fois juste partager un bon contenu qu'on a vu avec un commentaire qui dit « Écoute ça, cette entrevue-là, c'est super inspirant. » À chaque fois, ben, vous aidez quelqu'un d'autre à trouver des nouvelles idées, peut-être à se stimuler, à se motiver, à se donner un petit coup de pied. Bref, quand on partage l'information qu'on a soi-même appréciée, c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Alors, je vous invite à le faire si vous avez apprécié cette entrevue. Et revenez-nous pour une prochaine entrevue encore très prochainement sur Alias Entrepreneur. Mon nom est Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. Merci d'avoir été là.